Allez, on commence. On va parler de joueurs de l'équipe de France. On va parler de foot. Et oui, on parle même de foot ici sur le mug. C'est pas fantastique. On va parler des joueurs de l'équipe de France qui vont pouvoir s'échanger sous la forme de NFT sur la blockchain. Ça va être... Et merde, j'ai perdu mes notes. Super. Ah voilà, c'est bon. L'équipe de France va lancer des NFT pour proposer aux fans des cartes numériques à l'effigie des joueurs. La Fédération française de football, la FFF, que vous connaissez bien, s'est associée avec la start-up Sorare pour vendre ses représentations des Bleus. Hein, souvenez-vous, autrefois, on collectionnait les cartes Panini, non, pas les sandwichs. C'est un autre type de collection. Les cartes Panini, mais cette fois, ça va être au format numérique. La rareté et l'authenticité de chaque carte est garantie par la blockchain Ethereum, utilisée par Sorare, sur laquelle sont émis des jetons non fongibles. Ce n'est pas une éponge, hein, un jeton non fongible, c'est les fameux NFT qui permettent de garantir l'authenticité d'un objet numérique en fait, c'est aussi simple que ça. Chaque NFT représente un joueur qui peut être échangé comme des cartes de collection. Ce que Sorare va proposer, c'est carrément un véritable jeu à l'image de Football Manager. Vous allez pouvoir, avec les performances réelles des sportifs sur le terrain, qui sont prises en compte dans le cadre de ces compétitions virtuelles. Je vous en reparlerai à la fin. Il n'y a pas moins de 140 clubs de foot qui sont déjà présents sur Sorare, dont les grands clubs d'Europe comme Liverpool, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, le Real Madrid ou encore la Juventus de Turin. Après d'ailleurs l'équipe de France, d'autres sélections nationales devraient suivre. Là, c'est la première sélection en fait nationale. La start-up Sorare a déjà levé 40 millions d'euros en février auprès des différents investisseurs, donc Kima, le fonds d'investissement de Xavier Niel, Alexis Ohanian, le cofondateur du site Reddit. Donc, c'est pas des petits noms, hein, on va dire. Elle compte déjà aussi plusieurs joueurs, hein, parce que les joueurs, hein, pas con, vendre des... Oula, j'en perds mes lunettes. Vendre des cartes à leur effigie, bah, ils veulent un peu toucher au pot. Donc, le défenseur espagnol Gérard Piqué, bien connu pour ses photos... Non, mauvaise blague. Et Antoine Griezmann également sont actionnaires. Enfin, ils sont au capital de la société. Sorare revendique déjà un volume de vente de cartes de plus de 60 millions d'euros. Donc, bon petit business depuis le début de l'année. 90 000 utilisateurs actifs rien qu'au mois de mai. Les clubs et les fédérations perçoivent des royalties sur chaque carte vendue aux enchères pour la première fois. Une redevance de 5 à 15% selon les accords conclus, et je pense selon le joueur aussi. La start-up va émettre sur la blockchain 11 cartes par joueur chaque saison, selon 3 niveaux de rareté. Il y aura les cartes rares, il y a les cartes super rares et les cartes unique. L'unique étant la plus onéreuse, offre bien sûr le plus de performance. Les cartes peuvent ainsi valoir très cher. La version la plus chère pour la saison 2020-2021 du Portugais Cristiano... Bon, ok, Ronaldo, ok, ça vous connaissez. Quintuple Ballon d'Or, s'est vendu 240 000 € en mars dernier. Mais les amateurs du ballon rond pourront aussi miser sur les jeunes joueurs et prendront de la valeur au fil des ans et leur NFT avec. Donc c'est un petit peu ça, selon les résultats des joueurs, vous pourrez aussi voilà, un petit peu spéculer en misant sur des jeunes joueurs prometteurs. La carte unique Pay to Win, je sais pas. Non, je n'ai pas bu. Ça doit être la fatigue qui m'empêche de parler normalement. Non, mais sérieux, je capte vraiment pas l'intérêt. Faut vraiment être givré pour mettre son argent là-dedans. Plus artificiel, superficiel que ça, tu meurs. Ok, donc les générations entières qui ont collectionné des cartes Panini ou des cartes de footballeurs américains. Après, voilà, les collectionneurs, on peut trouver ça stupide. On peut ne pas comprendre aussi pourquoi des gens collectionnent des timbres. On peut ne pas comprendre pourquoi des gens collectionnent des boîtes de camembert. On peut trouver assez futile et vain la collectionnite.
Après, l'autre question, et souvent qui se pose, c'est qu'il y a une partie d'entre vous qui dit « Oui, mais là, ça n'existe pas, c'est du numérique. » Si, même si ça vous froisse, justement avec les NFT, qui garantit l'irreproductibilité de la carte, son côté unique ou en tirage limité, garantit son authenticité numérique. Est-ce que c'est les mêmes sommes pour les cartes Panini? Oui, les cartes de baseball, il y en a qui s'échangent très très cher. Hein. Des vieilles cartes de baseball physiques, je veux dire, peuvent s'échanger très 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 cher. J'ai pas les sommes, mais c'est de la collection montée toute pièce pour faire de l'argent, c'est différent, je trouve. Moi, alors, après, c'est comme toute information que je vous apporte, on peut le juger par rapport à soi-même, est-ce qu'on le ferait, est-ce qu'on le ferait pas, soit on peut prendre un peu de recul et comprendre. Moi, bien évidemment, d'abord parce que le foot, rien à foutre. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Vu comme je prononce d'abord les noms des joueurs, vous aurez compris. Donc moi, bien évidemment, non. Et puis, je n'ai pas la collectionnite aiguë. Je suis pas un grand collectionneur de quoi que ce soit. Donc, c'est pas un truc où je mettrais mes sous et c'est pas un truc sur lequel je spéculerais. Mais je comprends comment marche le monde et qu'il y a des gens qui font des collections, il y a des gens qui spéculent sur la rareté des objets. Le NFT est quelque chose que j'intègre. C'est pas, moi, j'y souscrirais pas, mais c'est quelque chose que j'intègre. Pense aux joueurs du fonds Blackpool qui pourraient gagner pas mal, je pense. Le foot, rien à foutre, ouais, tout à fait. J'ai rien contre la collectionnite, mais quand la rareté des produits est complètement artificielle faite par l'éditeur, je trouve que c'est se foutre de la gueule du monde. En même temps, ça a toujours été comme ça. Hein. En art, parfois on faisait des reproductions. Des artistes ont fait parfois des reproductions de leurs propres tableaux. D'autres tableaux étaient uniques. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est pas l'artiste qui détermine forcément la rareté. Et ça peut avoir un côté artificiel, mais en fait, c'est toujours lié à l'offre et la demande, en fait. En fait, c'est un mécanisme de commerce de base. Pourquoi une carte d'un joueur célèbre, unique, va valoir très cher? C'est parce que beaucoup de monde va la vouloir et donc surenchérir pour la vouloir. Donc la demande va être beaucoup plus forte que l'offre. Donc ça crée une inflation du prix. C'est de la mécanique commerciale de base. Plus l'offre est importante sur un produit et plus il est unique, plus le chiffre grimpe. Et après, si cet objet numérique est porteur de l'effigie de quelqu'un de célèbre, forcément, la demande va exploser, quoi. Je sais pas, moi, ça me semble assez logique. Bah, je suis pas... Alors, Bike and Run, tu as peut-être la vision par rapport à toi et ta collection Panini. Bien évidemment, moi, je collectionnais les Panini de Sankukai. Parce que Sankukai, c'est la bataille. Ceux de ma génération comprendront. J'avais aucune idée qu'aujourd'hui, il y a des vignettes de Sankukai qui vaillent assez cher. Quand je les collectionnais gamin, c'était juste pour remplir mon album, sur lequel je gribouillais aussi. Voilà, j'avais aucune idée de sa valeur. Mais c'est exactement pareil avec les cartes de baseball. Au début, c'était les gamins qui les collectionnaient pour avoir leur équipe complète de baseball. Mais très vite, ça s'est mis à valoir de l'argent. Mais c'est pareil avec n'importe quelle collection, en fait. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont reconnu la ref à Sankukai. Je collectionnais pas les sacs. Non, petit, je n'avais pas encore découvert les Peak Design. L'échange des doubles à la récré, tout à fait. Et là aussi, alors, moi, quand j'étais
petit, la rareté. Alors, nous, c'était la fin des billes. Les billes étaient plus à la mode. J'ai connu un peu la fin des billes. Je sais que les billes sont revenues plusieurs fois à la mode. Nous, c'est le yo-yo qui était vachement à la mode, les différents yo-yo. Et on échangeait justement des cartes Panini rares ou qu'on avait du mal à avoir contre des yo-yo qui étaient rares. Donc, bien sûr, c'était pas contre de l'argent sonnant et trébuchant, mais déjà, on créait une mini-économie. Et la rareté, voilà, si t'avais le yo-yo couleur rouge et bleu qui faisait tel bruit, parce que ouais, il y avait des bruits dans les yo-yo, machin et tout, il était super rare, il était dur à trouver. Moi, je me souviens d'un pote qui était, ses parents étaient allés chercher le yo-yo à Paris parce qu'on le trouvait pas là où j'habitais. Donc, il avait le truc hyper rare. Donc, dans la cour de récré, qui était un microcosme de collectionneurs, l'objet, on le vénérait, quoi. C'était le seul à avoir cet objet-là. Et je me souviens plus, mais peut-être qu'il l'a échangé contre une carte Panini hyper rare. Donc, déjà, quoi. Toi, les billes, c'était revenu, ouais. Nous, les billes, c'était pas la mode. Les NFT des enfants. Les trading cards américaines sur les non-sports, Star Wars, Star Trek peuvent valoir des valeurs folles. Une carte signée d'un acteur peut valoir plusieurs centaines d'euros. S'il est mort, plusieurs milliers. Ouais, de toute façon, tout est une question d'offre, de demande et de rareté, hein. Sauf que les cartes Panini, à la base, s'achetaient toutes au même prix, rare ou pas. Oui, mais des briques. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, déjà Panini avait compris un truc. C'est que en mettant des cartes qui étaient difficiles à avoir, tous les paquets avaient le même prix. Mais il y avait des cartes qui, statistiquement, étaient difficiles à avoir, qui t'obligeaient à acheter beaucoup de sachets de Panini pour être sûr d'essayer de l'avoir, augmenter ta proba. Donc, d'une certaine façon, c'était une manière de te faire acheter plus de sachets. Donc, c'est juste, ils te vendaient peut-être pas certaines cartes à des prix différents, mais en cultivant la rareté de certaines cartes, ils t'obligeaient à acheter des packs entiers de petits packs Panini. Pas de lootbox sur Sorare, uniquement des enchères et des ventes directes. Ouais, certains vont dire que c'est presque plus sain. Au lieu d'être obligé d'acheter des tonnes et des tonnes de paquets au même prix pour espérer avoir une carte rare, les cartes rares, bah, simplement, la spéculation, l'offre, la demande fait grimper leur prix en direct. Quelque part, on pourrait dire, c'est plus honnête aussi. Merci Redwayne pour ton prime. Pas de lootbox sur... Ouais, d'accord, ça tu l'as déjà dit. Ah, il y en a certains. Mais je crois que ouais, les billes, c'est revenu à la mode après que je sois... Je me souviens mes petits-neveux qui arrivaient avec des sacs de billes. Et j'avais halluciné, quoi, que les billes soient revenues à la mode. Spéculation quand tu nous tiens. Ainsi va le monde, ainsi va le commerce, ainsi va le capitalisme, quelque part. On est dans les bases du commerce. Donc, bah voilà. Hein, les joueurs de foot, on le sait, hein, qui ont des problèmes quand même d'argent, qui gagnent peu d'argent, peuvent maintenant en gagner un petit peu plus en vendant leur effigie en NFT, en touchant des royalties, mais en plus en devenant actionnaire de la société qui revend. Eh, la moula, quand tu nous tiens...